La Haute Cour de justice, 6e institution de la République, bientôt opérationnelle dans notre pays. Les 18 membres de cette institution ont élu aujourd'hui le président et le vice-président. Dans cette édition, nous ferons le portrait de Abderrahmane Niang qui aura la charge de conduire les destinées de cette institution. Coup d'envoi cet après-midi de la 13e édition du Grand Prix Confédération africaine d'athlétisme de Bamako. Prennent part à cette compétition des athlètes d'une dizaine de pays d'Afrique. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de 20h. Et tout d'abord, le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce mardi 22 avril 2014 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Dans ce studio, Ibrahim Djombele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives sur proposition du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. La Cour suprême est régie par la loi organique du 16 décembre 1996 modifiée en 2010 qui fixe son organisation, les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle. L'évolution de l'environnement juridique et institutionnel que notre pays a connu au cours de ces dernières décennies a nécessité l'adoption de plusieurs textes législatifs afin d'adapter la Cour suprême au contexte. C'est dans ce cadre que se situe la modification intervenue en 2010 qui a permis de déplafonner les effectifs de la Cour suprême et de renforcer ses capacités. Toutefois, des préoccupations essentielles demeurent, dont notamment les difficultés liées au système de financement de la Cour suprême et de la section des comptes, en particulier les lenteurs procédurales, l'absence de chambres spécialisées au niveau de certaines sections de la Cour suprême, la gestion de l'accroissement remarquable des contentieux. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 96-071 du 16 décembre 1996 vise à prendre en charge ces préoccupations. Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant la loi numéro 98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. 2. Un projet de loi modifiant la loi 060 du 1er septembre 2000 portant statut des chercheurs. Dans le cadre de ces efforts visant à revaloriser la fonction enseignante, le gouvernement s'est engagé à travers la signature de 2 protocoles d'accord en janvier 2014 à majorer la grille indiciaire du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et des chercheurs à compter du 1er janvier 2015 et à leur octroyer une indemnité spéciale d'encadrement pour compter du 1er janvier 2014. L'adoption des présents projets de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements pris par le gouvernement. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret modifiant le décret numéro 08-481 PRM du 11 août 2008 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics. Dans le but de favoriser l'investissement public et d'encourager l'afflux massif de capitaux à travers la simplification, la célérité dans la conclusion et l'exécution des marchés publics, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures figurent les actions visant à réduire les délais de passation des marchés publics. Le présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Il modifie l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale des marchés publics et des délégations des services publics en vue de relever les seuils minimums de conclusion et d'approbation des marchés et de relever les seuils de revue a priori des directions régionales et de la Direction des marchés publics et des délégations des services publics du district de Bamako. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de réalisation des réseaux primaires d'irrigation et de drainage du casier de Sabali-Bougou à l'Office du Niger.
Le présent marché s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, dont l'une des composantes est l'aménagement de 2200 hectares du périmètre de Sabali-Bougou en zone office du Niger. Il porte sur les travaux de réalisation des réseaux primaires d'irrigation de drainage du casier de Sabali-Bougou. Il est attribué après appel d'offres à l'entreprise Covec Mali pour un montant de 3 milliards 695 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 11 mois. Le financement du marché est assuré par la Banque mondiale et cela dans le cadre du crédit IDA numéro 4751 MLI relatif au financement du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali. 3. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de réhabilitation de collecteurs P7 le long du cimetière de la Fabrou en commune 4 et de l'aménagement des rues 466 et 492 à la Fabrou en commune 4. Le présent marché est conclu dans le cadre de la réalisation du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACUM. Il porte sur les travaux de réhabilitation du collecteur P7 le long du cimetière de la Fabrou et d'aménagement des rues 466 et 492 à la Fabrou en commune 4 du district de Bamako. Il est attribué après appel d'offres à l'entreprise BECM-CG pour un montant de 2 milliards 581 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 8 mois. Le financement est assuré par la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement, IDA. Sur le rapport du ministre de la décentralisation et de la ville, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation du contrat plan État-région ou district. Le contrat plan État-région ou district est une convention par laquelle l'État et une collectivité territoriale s'engagent sur la programmation et les financements pluriannuels de projets structurants d'envergure régionale ou du district. Il peut également comporter un volet territorial relatif à des projets d'intérêt communal, local, régional ou interrégional. Il constitue un instrument pour renforcer les capacités des collectivités, régions ou districts en matière d'analyse économique de leur territoire, de définition de stratégies et de programmes de développement. Il permet également de renforcer les dotations budgétaires par région ou district tout en garantissant une prévisibilité de ces ressources sur une période de 5 ans en articulation avec le mandat des conseils régionaux. Le présent projet de décret vise à déterminer les modalités d'élaboration, des mises en œuvre et des suivis du contrat plan État-région ou district. Il s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations de la politique de décentralisation qui confèrent un rôle central à la collectivité région dans la maîtrise d'ouvrages du développement régional et fait de la régionalisation une nouvelle opportunité pour un développement équilibré du pays. Au chapitre des mesures individuelles, au titre de la présidence de la République, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la nomination de M. Modibo Keïta en qualité de haut représentant du chef de l'État pour le dialogue inclusif intermalien et de M. Cheikh Sidi Diarra en qualité de président du comité d'organisation du sommet Afrique-France de 2016. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, secrétaire général du gouvernement, conseil technique, M. Abel Diarra, magistrat, M. Mahamadoun Touré, administrateur civil. Au titre du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, directeur adjoint du service social des armées, lieutenant-colonel Amara Doumbia. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, inspecteur à l'inspection des finances, M. Amadoun Maïga, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, directeur du Centre national des concours de la fonction publique, M. Mahamadou Tapa, administrateur civil. Au titre du ministère de la décentralisation et de la ville, conseiller technique, M. Bakari Yamadou Bagayoko, administrateur civil, M. Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles. Chargé de mission, Madame Nana Aïcha Sissé, assistante sociale, M. Oumar Santara, juriste. Au titre du ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, secrétaire général, M. Youssouf Maïga, ingénieur de la statistique.
Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux mesures envisagées pour libérer les servitudes de certains cours d'eau non flottables du district de Bamako. Les occupations illicites des domaines publics et privés de l'État ont atteint des proportions inquiétantes dans notre pays. Elles portent sur les emprises et les servitudes des domaines ferroviaires, des cours d'eau, des forêts classées, des zones agricoles, des zones de pâturage, des édifices publics et des équipements collectifs, particulièrement dans le district de Bamako et ses environs. Les occupations des servitudes de marge latérale se rapportant aux cours d'eau flottables et non flottables qui sont incompatibles avec la politique de planification et de maîtrise du développement urbain sont, dans la plupart des cas, à l'origine de nombreuses inondations hivernales. Dans le district de Bamako, 3 cours d'eau sont prioritairement concernés. Il s'agit de Woyo-Wayanko en commune 4, du Tengolé et du Molo-Balini en commune 1. Face à la situation, le gouvernement envisage la mise en œuvre de certaines mesures afin d'éviter de futures inondations ou en réduire les risques et les effets. Au nombre de ces mesures figure une vaste campagne d'information, de communication et de sensibilisation sur les occupations illicites des domaines publics et privés immobiliers de l'État sur toute l'étendue du territoire national, des rencontres et actions de sensibilisation ciblant les personnes concernées par cette opération de libération et de ses suites, la prise de sanctions contre les auteurs de la délivrance des documents administratifs d'occupation de ces servitudes et les agents ayant concouru à cette situation, la libération totale des servitudes des cours d'eau non flottables identifiés comme un risque immédiat pour le district de Bamako, la mise en œuvre de mesures d'accompagnement de déguerpis, le surcreusement du chenal des cours d'eau, l'aménagement des servitudes libérées. Amadou Sankari, c'est tout donc pour le Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Djombele. Restez avec nous pour être tout à fait complet. Juste après ce Conseil des ministres, le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse relatif aux grandes lignes de ce Conseil. Ces grandes lignes concernent par exemple des innovations concernant la Cour suprême, l'enseignement supérieur, les mesures pratiques à prendre avant l'hivernage pour éviter les dégâts en cas d'inondation. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Pour ce point de presse, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, a rappelé à la presse les grandes lignes du Conseil des ministres. Ces points concernent par exemple des innovations concernant la Cour suprême, la direction des marchés publics et l'aménagement des villes. Il s'agit notamment du renforcement de la Cour suprême en tant qu'institution. Le président de cette Cour-là est doté d'un cabinet pour l'assister. Son secrétaire général voit élargir donc ses attributions. Des précisions sont apportées en ce qui concerne l'organisation du greffe. Il y a la création de nouvelles chambres, l'allègement du rabat d'arrêt, la création d'une chambre de référé au niveau des sections administratives et judiciaires. La section des comptes est mieux étoffée et l'accroissement des contrôles de performance au niveau de la section des comptes, ainsi que l'institution d'une assemblée consultative commune à toutes les sections. En ce qui concerne la direction générale des marchés publics, on a pris un certain nombre de mesures qui sont notamment la soumission en fin septembre à la direction générale des marchés publics et de la délégation de services des plans de passation des marchés publics de l'année budgétaire suivante et l'autorisation du lancement des dossiers d'appel d'offres dès l'adoption par le Conseil des ministres du projet de budget d'État. Donc, dans le souci de favoriser l'investissement public par une consommation accrue des crédits budgétaires inscrits dans l'année, d'accélérer les décaissements des fonds mis à disposition par les partenaires au développement pour les projets et programmes prioritaires du gouvernement et d'encourager l'afflux de capitaux à travers la simplification, la célérité dans la conclusion et l'exécution des marchés publics. Donc, on a pris ces mesures-là, dont j'ai parlé de la première. La deuxième mesure, c'est l'élimination des doublons résultant de la double revue des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Donc, l'État fait ça et les partenaires aussi font la même chose. Le relèvement des seuils minimums et d'approbation des marchés. La réduction du nombre de visas actuellement nécessaires à l'approbation des marchés et la réduction des délais administratifs de passation des marchés. Donc,
Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que la modification consiste à relever de 50 millions de francs CFA le seuil de revue a priori de la sous-direction qui s'appelle marché et convention de délégation de services. Donc, ça passe de 250 millions à 300 millions. Ça c'est ce qui concerne les marchés de travaux. Et ça augmente de 25 millions pour les prestations intellectuelles. Donc, il passe de 75 millions à 100 millions. Concernant l'enseignement supérieur, des indemnités spéciales d'encadrement seront prévues en lieu et place des heures supplémentaires et en fonction des statuts. À l'issue des discussions avec les deux syndicats principalement, le SUNESIP et la section nationale du SNEC, deux protocoles ont été signés le 27 janvier 2014 et le gouvernement a pris des engagements. La majoration de la grille indiciaire du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et des chercheurs. Donc le gouvernement s'est engagé à augmenter de 10%, dont 5% en 2014 et 5% en 2015. Et le gouvernement a accepté aussi l'octroi d'une indemnité spéciale, ça c'est important, une indemnité spéciale d'encadrement à compter du 1er janvier 2014, dont le taux varie de 125 000 francs CFA à 75 000 en fonction des catégories, donc assistants, chercheurs, assistants, etc. Et cette indemnité spéciale d'encadrement qui est donc instituée en lieu et place des heures supplémentaires avec l'institution donc de cette indemnité spéciale d'encadrement, l'État devrait faire une économie de 1,5 milliard annuellement sur les 5 milliards qu'il consacre donc chaque année aux heures supplémentaires dans les universités et dans les grandes écoles. Chaque année, des inondations menacent les populations logées pour la plupart dans des lits de margots ou du fleuve ou dans des bas-fonds. Pour parer à toute éventualité, un contrat-plan État, région et district sera exécuté et des aménagements de servitudes seront faits pour éviter d'avoir des victimes durant l'hivernage, y compris des déguerpissements. Lors des inondations de l'année dernière, il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu énormément de pertes matérielles aussi. L'État a pris les dispositions pour pouvoir éviter cela. Et il s'agit de prendre des dispositions, notamment de déguerpissement sur les servitudes. Donc les gens ne seront plus autorisés à rester dans les lits des marigots. Les occupations illicites des domaines de l'État sont devenues un phénomène courant et inquiétant dans notre pays, notamment en ce qui concerne certains cours d'eau non flottables du district. Pour éviter ces inondations, il y a un certain nombre d'actions qui vont être mises en œuvre dans les plus brefs délais, notamment une vaste campagne d'information, de communication et de sensibilisation sur les occupations illicites sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des prises de sanctions contre les autorités et les agents fautifs impliqués. Vous savez que dans certains cas, les personnes qui ont occupé illicitement ces servitudes avaient les papiers en règle. Ils avaient des papiers que l'administration avait donnés. Donc, souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait déguerpir ces gens-là, mais des sanctions n'étaient pas prises par rapport à l'administration qui leur a fourni ces faux documents, on va dire. Le déguerpissement est programmé pour s'achever avant le démarrage de l'hivernage. Les zones concernées, il y a Wayawayanko, Taliko Rekazma, rive droite, Bougoudani, Sebeninkoro, Lafiabougou, Koda, Djikorani Para. En commune, vous avez Molobalini, vous avez Bankoni, et Bankoni Sikoro, vous avez l'hippodrome spontané et hippodrome extension, entre autres. Vous avez Tingolé, tout ça c'est en commune. Vous avez Farakoba. En réponse aux questions des journalistes, le ministre a rassuré que ce type d'exercice de compte-rendu et d'information sera toujours fait en fonction des besoins. Direction Assemblée nationale, là-bas, les 18 membres de la Haute Cour de justice ont élu aujourd'hui Abderrahmane Niang et Mamadou Habib Diallo, respectivement président et vice-président de l'institution, suivant cette cérémonie de vote avec Ramata Konaté. Oui. Oui. Oui.
Élu par les 18 membres qui composent la Haute Cour de justice, Abdourahmane Niang conduira désormais les destinées de la 6e institution du Mali pendant 5 ans. Il place son mandat sous le signe de la responsabilité. La Haute Cour de justice est chargée de juger les plus hautes autorités, dont le président de la République et les membres du gouvernement, en cas de haute trahison et autres délits. Au regard de cette mission, le nouveau président s'est tout d'abord prononcé sur une rumeur qui circule depuis un certain temps. Il faudrait qu'on évite l'amalgame de dire, de penser même que cette cour a été instituée cette année à cause d'un cas particulier. Il s'agit d'un cheminement institutionnel normal. La 6e institution de l'État qui est à la Haute Cour n'a jamais été installée. S'il y a des cas particuliers, ça ne peut être considéré que comme un hasard. Juste après son élection, le président Niang s'est entretenu avec la presse sur le fonctionnement de l'institution qu'il dirige désormais. La Haute Cour de justice est composée de 18 membres, mais elle est assistée par la Cour suprême qui désigne ce qu'on appelle la commission d'instruction. Et la commission de justice est composée de 5 membres, des magistrats choisis par la Cour suprême. C'est eux qui mènent les enquêtes, c'est eux qui conduisent toute l'instruction. Si Abdourahmane Niang était le seul candidat à la présidence, au poste de vice-président, ils étaient 3, mais 2 se sont retirés pour des raisons diverses. Mahamadou Habib Diallo de l'Alliance pour le Mali, APM, se retrouva alors seul pour le poste de vice-président. Il a été élu 16 voix pour et 2 bulletins nuls. Les 2 nouveaux dirigeants de la Haute Cour de justice sont allés faire un compte-rendu de ce scrutin au président de l'Assemblée nationale. Issaka Sidibé les a assurés de son soutien pour doter l'institution d'un siège, comme c'est le cas pour les autres institutions de la République. Comme vous l'avez constaté dans ce reportage, c'est le doyen Abdourahmane Niang qui est le président de la Haute Cour de justice. Celui qui est à la tête de la 6e institution est détenteur de plusieurs diplômes, dont la maîtrise en philo-piscopéda de l'École nationale supérieure de Bamako. C'est aussi un homme expérimenté qui a été pendant plusieurs années consultant des Nations Unies en matière d'élection et de bonne gouvernance. Le portrait de l'homme, c'est avec Ramata Konaté. À 73 ans, le doyen des députés, Abdourahmane Niang, devient le président de la Haute Cour de justice. C'est un sortant de la section philo-piscopéda de l'École normale supérieure de Bamako et diplômé de sciences politiques de l'École supérieure du PECUS de Moscou. Quelques années après, il devint consultant des Nations Unies en matière d'élection et de gouvernance de 1992 à 2013. Durant cette période, il a animé des ateliers et conférences dans plusieurs pays africains. S'agissant de sa carrière politique, Abdourahmane Niang a été député il y a 34 ans sous les couleurs du parti UDPM. Des décennies après, l'homme se représente aux législatives de 2013 et y sort gagnant. Le député élu de Ténénkoum signe ainsi son retour à l'Assemblée nationale, cette fois-ci sous les couleurs du parti Rassemblement pour le Mali, RPM. Côté social, le président de la Haute Cour de justice est marié et père de 10 enfants. Sociable, humble, Abdourahmane Niang est visiblement bien entouré par ses parents et proches. Il parle les langues étrangères telles le français, l'anglais et le russe. En plus du peul, sa langue maternelle, le doyen Niang s'exprime bien en bambara. Autre institution, autre élection, consolider l'unité des musulmans et accompagner les autorités maliennes pour la réconciliation nationale. Voilà les priorités du nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahamadou Dicko, qui a été réélu à la tête du Haut Conseil islamique pour un mandat de 5 ans. Le 2e congrès, qui a pris fin hier, recommande la mise en application du Code de la famille et des personnes. Moïse Traoré était à la clôture de cette cérémonie. Estimant la responsabilité et le poids de la charge, le président reconduit a du mal à retenir ses larmes. Cheikh Mahamadou Dicko est de nouveau investi de la confiance de la communauté musulmane du Mali.
L'agenda reste laïque et républicain et il ne saurait y avoir de minorité au Mali. L'imam de Badalabougou a obtenu 59 voix contre 27 pour Thierno Adi Oumar Thiam de la Ligue de la Tidania. 13 abstentions ont été constatées. La priorité, c'est d'abord consolider l'unité des musulmans et ensuite aller accompagner les autorités vers l'essentiel aujourd'hui pour notre pays qui est la réconciliation nationale et la consolidation de l'unité et la paix. Le nouveau bureau exécutif de 45 membres compte 5 femmes. Si le candidat Thierno Adi Oumar Thiam n'était pas à la cérémonie de clôture, il est reconduit au poste de premier secrétaire à l'information. Le changement, c'est d'abord, il y a eu une grande ouverture pour que toutes les sensibilités puissent vraiment se retrouver au sein des organes du Haut Conseil islamique. Mais quel qu'il soit, on ne peut pas, un bureau, quelle que soit votre volonté, vous ne pouvez pas y mettre tout le monde. Le deuxième congrès du Haut Conseil islamique a présenté une série de recommandations. Ainsi, les érudits souhaitent la mise en application du Code de la famille et des personnes, particulièrement en son volet relatif au mariage religieux. De même, les congressistes demandent l'assouplissement des conditions de participation au pèlerinage à la Mecque et la réglementation des prêches religieuses. Le président me dit de vous dire, permettez-moi cette redondance, que le Haut Conseil islamique bénéficiera de l'appui permanent et inconditionnel et de l'accompagnement de l'État malien. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. Le ministre des Affaires religieuses et du culte convie en réunion les représentants des agences de voyage impliquées dans l'organisation du Hajj le jeudi 24 avril 2014 à 10h à son département 6 à la cité administrative Bloc 3. Hors du jour, prise de contact compte tenu de l'importance de la rencontre, la présence de tous est vivement attendue. Voilà, nous venons juste d'avoir les images. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient d'arriver à Fès au Maroc. Le chef de l'État est l'invité du roi Mohamed VI au Salon international de l'agriculture qui s'ouvre ce jeudi à Meknès. À son arrivée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le Premier ministre marocain avant de recevoir tous les honneurs dus à son rang. Voilà, au cours de son séjour, Ibeka visitera le centre de formation des imams maliens à Rabat et certains sites touristiques. Les échos de cette visite présidentielle avec nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Les travaux du Forum de solidarité internationale issu des migrations viennent de prendre fin. Les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment la création de la Banque des Maliens de l'extérieur. Youssouf Diakité. La facilitation de l'accès des Maliens de l'extérieur aux documents de voyage, la création d'une banque des Maliens de l'extérieur. Voilà certaines des principales recommandations, des recommandations formulées par les participants au forum. Malgré les problèmes au niveau des pays d'accueil, ils sont quand même en train de s'organiser afin que dans le cadre du co-développement, ils puissent mutualiser les actions et développer les pays à partir de leur base. Nos préoccupations ont été prises en compte. De deux, la contribution des uns et des autres était à la hauteur. Bon, ça nous a permis surtout aussi quelques points, à savoir la dissipation du climat entre les habitants de nos zones et puis les décideurs. Ça, c'est d'abord un atout. Bon, la création d'une future banque des Maliens de l'extérieur, ça aussi c'est un atout. En même temps, le renforcement des capacités des ayants droit des Maliens de l'extérieur. Le renforcement des capacités, pourquoi? Parce que dans ces zones-là, dans les contrées de Diafounou, de Djombourou, Batama, on est obligé souvent de chercher des électriciens, des plombiers, des carrières, des agriculteurs ailleurs pour venir travailler dans ces zones. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'exécution et le suivi correct des recommandations formulées. Étudier la question du co-développement pour formuler des recommandations très pertinentes.
Dans ces remerciements, je voudrais insister particulièrement sur les remerciements à l'endroit du Forum, parce que l'initiative de ce forum est partie du Forum. Quand ils nous l'ont proposé au niveau du département, nous avons estimé que ça cadre parfaitement avec les missions de notre département. Plus de 430 milliards de francs CFA, c'est la contribution des Maliens de l'extérieur à l'économie nationale. C'était en 2012, ce qui constitue une source de motivation pour le respect des doléances évoquées. Économie encore. Les experts de l'Organisation mondiale des douanes sont en conclave au Mali pour renforcer les capacités des cadres douaniers en leadership et management. Et c'est Mariam Sagara qui nous en parle. Pour la toute première fois, l'Organisation mondiale des douanes organise une telle formation pour l'Afrique occidentale et centrale. La primauté offerte au Mali est un choix pour supporter et payer les efforts exceptionnels fournis par les cadres et agents douaniers pendant et après la crise. Ce programme conçu par l'Organisation mondiale des douanes et un certain nombre d'universités et spécialistes du secteur privé en la matière est un programme offert à tous les pays de l'Organisation mondiale des douanes. Nous avons fait un choix de supporter les administrations douanières qui se sont montrées décidées pour pousser la réforme douanière. Nous sommes tout à fait conscients que vous avez fait un bon travail, que vous avez suivi les recommandations de l'OMD qui viennent de différentes sources. Grâce à cette détermination de l'administration douanière, l'OMD a manifesté son soutien indéfectible pour le futur des douanes au Mali. La Direction générale des douanes du Mali apprécie tous les efforts consentis par l'Organisation mondiale des douanes dans le domaine du renforcement des capacités au travers de la formation des ressources humaines qui, comme vous le savez, doit être l'un des axes majeurs de la stratégie de modernisation de toute administration douanière qui veut être performante. La présente session de formation, dont le thème est plus que d'actualité, en effet, elle permettra aux cadres qui y participent d'améliorer le management et la performance de la douane dans un contexte où les demandes des pouvoirs publics à l'endroit des administrations douanières se font de plus en plus pressantes pour obtenir d'elles une meilleure qualité de service rendu. Les cadres sélectionnés pour suivre cette formation vont développer leurs compétences, leur créativité et leur leadership pour une douane performante et moderne. Les soldats de l'économie, toujours le monde des affaires, la Bank of Africa Mali a enregistré de grandes performances en 2013. C'est la principale information donnée au cours d'une assemblée générale des actionnaires de l'institution. Le bilan connaît un taux d'accroissement de 46%, compte rendu à Gali Agagissa. Cette assemblée générale ordinaire se tient au moment où la Bank of Africa souffle ses 30 bougies. Elle est un espace d'échange entre administrateurs et actionnaires de l'institution bancaire qui viennent justement de se pencher sur le bilan financier et les résultats au titre de l'année 2013. Le total du bilan de la banque s'est accru de l'ordre de 46% entre décembre 2012 et décembre 2013, s'établissant désormais au seuil historique de 312 milliards de francs CFA contre 214 milliards un an plus tôt. Pour la première fois, le produit net bancaire de notre établissement a atteint le seuil record de 20 milliards de francs CFA au 31 décembre 2013 contre 17 milliards l'année précédente. Ceci a permis donc à notre établissement de connaître aussi un résultat d'exploitation, je dirais, tout particulier, de 3,4 milliards de francs CFA, permettant la réalisation d'un résultat net, après paiement d'impôts, de 2 milliards 230 millions de francs CFA. Le résultat atteint dans les règles de l'art, selon le commissaire aux comptes. Autre temps fort de cette assemblée, le vote des résolutions parmi lesquelles figure la cooptation d'un nouvel administrateur. Nous avons décidé de proposer à l'Assemblée ce jour la distribution d'un dividende de 21% du capital, soit 1,512 milliard de francs CFA, un dividende brut de 2100 francs CFA,
correspondant à une rémunération nette d'impôt de 1890 francs CFA par action de 10 000 francs CFA. Le paiement de ce dividende s'effectuera au siège social à compter du 2 mai 2014. Les résolutions ont été adoptées à l'unanimité par les actionnaires présents à cette Assemblée générale ordinaire. Journée d'échange sur la politique d'éradication du mariage précoce en Afrique de l'Ouest. Le sujet regroupe depuis ce matin les acteurs de la société civile. La rencontre qui est organisée par le Forum des organisations de la société civile en Afrique occidentale en partenariat avec l'APDF permettra de révisiter la politique nationale sur le mariage précoce. Compte rendu Fatoumata Kone. Le mariage précoce, un phénomène qui préoccupe la société civile et interpelle l'opinion publique. Pour éradiquer ce fléau, l'APDF, en partenariat avec le Forum des organisations de la société civile en Afrique occidentale, a organisé cette rencontre. Le but de la journée, discuter du sujet en vue d'améliorer les textes sur le mariage précoce et la protection des droits de l'enfant. L'activité permettra également de sensibiliser les communautés et les parties prenantes à tous les niveaux. Nous pensons que tous les instruments de la CEDEAO relatifs aux droits des femmes et particulièrement du droit aux droits des enfants devront être revisités afin que nous puissions dans tous nos pays, en particulier au Mali, faire en sorte que la question du mariage précoce soit attaquée à tous les niveaux. Le mariage précoce qui constitue une tradition, je le mets entre guillemets, dans certaines ethnies, donc est appelé à ne plus perdurer au Mali quand nous allons discuter de ces inconvénients beaucoup plus parce qu'il n'a pas d'avantage. La situation du mariage précoce au Mali, la politique du Mali en matière de lutte contre le mariage précoce, les lois nationales et les engagements régionaux et internationaux pris au Mali. Ce sont là, entre autres sujets, qui seront débattus au cours de cette journée. Les mariages précoces, c'est des phénomènes qui persistent dans notre société. C'est une forme de violence, une discrimination fondée sur le sexe et sur les rapports de force inégaux entre hommes et femmes. Il s'accentue de nos jours avec les crises financières. Il faut trouver les arguments pour élaborer une politique. Je crois que ça, c'est une bonne chose, une bonne initiative quand on dit que c'est déjà une démarche politique qui commence aujourd'hui. Et la dynamique, elle est partagée. La rencontre regroupe une cinquantaine de participants. Ils doivent contribuer à leur façon à la relecture de la politique nationale sur l'éradication du mariage précoce. Un tour à Ségou, une mission composée des membres de la coopération espagnole et de la FAO était en 4e région. L'objectif de la mission était de s'enquérir des résultats du projet Amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest. À Dioro et Assan, la délégation a visité les installations et a rencontré les bénéficiaires directs du projet. Compte rendu Kandesilla. Visite et échange avec les femmes étiveuses et les paysans sémenciers de Dioro. Il s'agit à travers cette mission conjointe de la coopération espagnole et de la FAO de s'enquérir des impacts du projet Amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest à Praou. Les deux structures ont bénéficié du projet pour la coopérative des femmes étiveuses de 15 kits étiveuses, un aire de séchage clôturé comprenant un magasin de stockage. L'espace sert également de siège à la coopérative qui mobilise 170 membres autour des activités d'étivage du riz. Quant aux paysans regroupés au sein de la coopérative Sikurasso, ils ont bénéficié dans le cadre de l'APRAO d'une batteuse, une trieuse vanneuse et d'un stock important d'engrais et de semences. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons passé de rendement 1 tonne 600 à 2 tonnes, voire 3 tonnes à l'hectare. Grâce à leur appui. Et grâce à eux également, nous avons pu faire répondre à un appel d'offres. L'appel d'offres, nous avons eu un contrat avec le CCL, le Comité international de la Croix-Rouge, qui nous a demandé de leur fournir 138 tonnes de KO et 30 tonnes de DM16. Cette mini-rizerie, réalisée à plus de 89 millions de francs CFA, avec une contribution de l'APRAO, a permis aujourd'hui aux riziculteurs de sang d'avoir du riz de qualité compétitive sur les marchés. On est très content et très heureux de voir les bons résultats du projet. Le projet APRAO est déjà fini, mais nous allons transmettre les besoins et ce qu'on a vu ici pour voir des possibilités, même de la coopération espagnole ou des autres bailleurs pour voir comment continuer l'appui. C'est donc très réconforté que les bénéficiaires directs du projet APRAO ont reçu la délégation. C'est aussi à juste titre
qu'ils ont demandé la poursuite du projet pour consolider les acquis. L'école de Guénikoro dans la commune rurale de Madina, cercle de Kita, s'appelle désormais groupe scolaire Awa Djigi Djakité. La cérémonie de baptême a eu lieu lors des festivités du 50e de la dite école. Envoyés spéciaux Karunga Konaté et Batraori. Journée de grande mobilisation sociale ce 20 avril 2004 à Guénikoro. Logé en vaut la chandelle. L'école du village a aujourd'hui 50 ans. Les populations de Filadougou ont voulu donner un cachet particulier à cet événement. Ce au regard de l'extension qu'a connu cet établissement de sa création à maintenant. Créé en 1964 avec seulement une salle de classe construite en banco, la petite école a grandi au fil des années et comprend aujourd'hui un premier cycle et un second cycle, soit au total 12 salles de classe, toutes construites en dur. Le nombre des enseignants, qui n'était qu'un seul en 1964, a progressivement augmenté et compte aujourd'hui 12 maîtres. Les festivités du cinquantenaire ont été l'occasion pour les ressortissants de Guénikoro de rendre un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour le rayonnement de cette école. Parmi ces derniers figure Fé Philippe Diarra, premier instituteur et premier directeur de l'école. Mais l'événement majeur de la journée a été le baptême de l'école. Une école désormais dénommée Groupe scolaire Awa Djigi Djakité, chef de village et fondateur de l'école en 1964. Je voudrais demander à la jeune génération du travail, du courage, de l'audace, encore de l'audace. Je voudrais qu'elle prenne l'exemple sur la première promotion de cette école qui constitue pour moi le noyau de ce tissu social. Parlant justement de cette première promotion de l'école de Guénikoro, il faut préciser qu'elle comptait 75 élèves. Aujourd'hui, 50 parmi eux sont en activité et ont pris part aux festivités. Après l'école, parlons santé. 30 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la maternité de Tadjana dans la zone de Sanankourouba. Cette infrastructure est le don de la fondation luxembourgeoise Raoul Folero, Adama Kouloubadi. La protection de la santé de la mère et de l'enfant est un souci des autorités communales de Sanankourouba. Dans leur partenariat avec la fondation luxembourgeoise Raoul Folero, à travers l'association Entente de Tadjana, ces autorités viennent de construire une maternité dans le village de Tadjana, à une quinzaine de kilomètres de Sanankourouba. L'infrastructure bâtie sur une aire de 900 mètres carrés va réduire les distances de déplacement des femmes de ce village vers d'autres centres de santé maternelle. Elle comprend une pharmacie, une salle de consultation, une salle de travail, le bureau des agents sanitaires, sans oublier la salle d'accouchement pour un coût total de 30 millions de francs CFA, carrément pris en charge par la fondation luxembourgeoise. La maternité est électrifiée à l'aide de panneaux solaires. Le centre sanitaire a été inauguré ce dimanche, en présence des autorités locales de Sanankourouba et de plusieurs personnalités invitées à la cérémonie d'inauguration. C'était l'occasion pour les représentants de l'État de saluer le résultat du partenariat et d'exhorter les populations à l'entretien de l'infrastructure. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance à la fondation luxembourgeoise Raoul Folero en partenariat avec l'association Afelfel Mali et l'association Entente d'avoir bien voulu accepter construire ce joyau sanitaire au service de cette communauté. Il ne s'agit pas de construire l'infrastructure sanitaire, mais il faudra veiller à l'entretien de ce joyau architectural. Les villageois, à travers le comité de gestion de la maternité, à la fin de la fête de cérémonie, ont remis des attestations de reconnaissance à la présidente de l'association Entente et à la fondation luxembourgeoise. Désormais, un pont qui porte le nom de Mori Soumano, notre confrère. C'est une initiative de l'association Kewale de Mori Babougou. Par ce geste, l'association entend ancrer donc dans les mémoires le nom de celui qui s'est dévoué pour le patriotisme, la culture, du bon sens, la pérennisation de nos valeurs sociétales. Les aménagements du collecteur naturel de Dogobala doivent permettre de stopper les inondations qui ont fait des dégâts dans les années précédentes dans cette localité. Alors, Maurice Soumano, une véritable mémoire vivante de notre culture, tient bon Maurice Soumano.
Plus de 10,5 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé par les ressortissants du village de Fossé-Carté dans le cercle de Nioro ces 3 dernières années pour le développement de la localité. Reportage Nouhoum Sissoko. L'association Kaoral des ressortissants de Fossé-Carta a pour vocation le développement économique, social et culturel de son terroir. En 3 ans d'activité, elle a plusieurs réalisations à son actif. L'achat des médicaments pour le CESCOM de Fossé, le paiement des impôts des populations de Fossé-Carta de 2011 à 2013, l'implantation de l'antenne Orange Mali grâce à un financement de votre président, Mamadou Ba. Vous avez envoyé suffisamment de céréales pour une distribution gratuite aux populations de Fossé-Carta. Vous avez installé une pompe solaire. Pour les ressortissants de Fossé-Carta, le seul combat qui vaille chez eux actuellement est celui du développement de leur localité. Vous vous souciez de trouver des solutions à l'érosion qui menace aujourd'hui dangereusement le village. Vous avez déjà mobilisé assez de ressources pour faire les 3 ponts qui relient Nioro à Fossé-Carta, et les 3 ponts sans lesquels le village reste enclavé pendant un bon moment de l'année. Vous avez un projet de trouver un frigidaire et des panneaux d'alimentation pour le CESCOM et la construction de 6 classes, une direction, un répertoire, une adduction d'eau ainsi que la clôture de l'école. Cette assemblée générale a recensé les préoccupations du village de Fossé-Carta, des préoccupations qui seront prises en compte dans un plan d'action. À Sansandeng, la communauté musulmane se mobilise pour la paix. C'est à la faveur d'une ziara marquée par la lecture du Saint-Coran et des prières organisées le week-end dernier. Cette rencontre a regroupé les imams, les chefs religieux et les milliers et des milliers de fidèles musulmans. Reportage Fousseini Samake. L'instauration d'une paix durable est une préoccupation de tous les fils du pays. C'est pourquoi la communauté musulmane a initié cette cérémonie de lecture et de prière dans la mosquée Zawiya de Sansandeng. Des milliers de fidèles venus du Mali et d'autres pays de la sous-région ont pris part à ces rendez-vous de Sansandeng. Mon frère Cheikh Mohamed Soukoulé a incité cette ziara. Nous le faisons à cause de Dieu et l'épanouissement de l'islam. Les bénédictions et prières visent la bonne entente entre les différentes communautés. L'entente et la cohésion entre les communautés selon les prescriptions du Saint-Coran étaient au cœur des prières pour un Mali de paix durable. La ziara permet surtout d'implorer le Seigneur pour la paix. Le pays vient de traverser une période difficile. Donc, le devoir de tout bon croyant est de s'investir pour la recherche de la quiétude. C'est pourquoi le Saint-Coran a été lu 56 fois à Sansandeng. Nous voulons la paix au Mali et en Afrique. Cette ziara est la 18e du genre organisée par les Amalis de Sansandeng. Sport, athlétisme, la 13e édition du Grand Prix Confédération africaine d'athlétisme de Bamako a été courue cet après-midi au stade Modibo Keïta. Sur la particularité de cette édition a été la participation des athlètes d'une dizaine de pays africains, notamment la Botswanaise Amonte Menso, meilleure athlète africaine des 10 dernières années. Sur le plan local, 2 nouveaux records ont été battus. Abdul Karim Kaba. Le meeting Grand Prix de Bamako a comblé les attentes après 2 ans d'absence. Les organisateurs et les représentants de la Confédération africaine d'athlétisme se disent fiers du déroulement de cette 13e édition du rendez-vous de Bamako. Sentiment de satisfaction totale. D'après ce qui vient de se dérouler, on a eu une très bonne organisation. Les officiels ont été à la hauteur. Les athlètes également ont fait de leur mieux. Les performances ont suivi. Si on continue dans cette lancée, le meeting de Bamako retrouvera son niveau d'antan et arrivera au niveau golden. Sur le plan technique, j'ai remarqué que nos athlètes sont sur une pente ascendante, que ce soit les athlètes qui ont participé à la série A que les athlètes de la série B. Je crois que le fossé qui existait entre les athlètes africains d'un certain niveau et nos athlètes, ce fossé est en train d'être comblé un peu. Avec
plus de 100 athlètes nationaux et internationaux, les concurrents ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi sur le plan local, 2 nouveaux records ont été établis. Guinabou Dante sur 400 mètres et Oumoundjara sur 800 mètres en 2 minutes 9 secondes. Les autorités maliennes ne peuvent qu'être satisfaits. Ce qu'on a vu aujourd'hui doit amener la Confédération africaine d'athlétisme à relever le niveau du Mali, l'amener à son ancienne place, notamment le niveau or. Je pense que c'est ce qu'aujourd'hui le Mali recherche. Mais au-delà de cela, c'est de dire aussi que c'est la preuve, 10 nations sont là aujourd'hui. C'est de dire aussi que le Mali est désormais un pays fréquentable. Et je pense que c'est un aspect aussi qui quand même est positif. Les participants se sont mesurés dans 2 épreuves, en hommes et dames. C'est sur cette bonne note d'ambiance que s'est déroulé le meeting Grand Prix de Bamako. Rendez-vous l'année prochaine pour la 14e édition. Après l'athlétisme, parlons à présent de football. Championnat national de Ligue 1. Hier, au compte de la 16e journée, les 11 créateurs de Niarela ont battu 1-0 l'AS Police. Auparavant, le stade malien de Bamako avait dominé l'office du RI Sport par 2-0. C'était au stade Mamadou Konaté, compte rendu Koumba Niambele. À l'entame de cette phase de retour, les Blancs de Bamako n'ont laissé aucune chance aux visiteurs de l'Office du Niger Sport. C'est à la 11e minute que Lamine Diawara, d'une tête piquée, allume la première bougie pour les Blancs de Bamako, son 10e but de la saison. À 1-0, la partie reste équilibrée jusqu'à la pause à cause de la maladresse des attaquants devant les buts. La seconde période voit le pressing des pensionnaires de Sotiba. 63e minute, Gouné Nyangando, entrée en cours de jeu, double la mise pour les stades. Avec cette réalisation, le jeune stadiste réussit son baptême du feu au sein de l'équipe première de Sotiba. Si les joueurs ont du talent, quel que soit leur âge, je vais les faire jouer si je les sens capables d'être utiles à l'équipe. Là, le petit Nyangadou est rentré, premier ballon, il la met au fond, mais après, il a eu trop de pertes de balles. Bon, voilà, c'est son premier match. J'espère qu'il arrivera à corriger. Je suis à la recherche de joueurs offensifs qui ont du talent. Donc, lui, effectivement, fait partie des joueurs que je regarde de très près. Et c'est sur ce score de 2-0 que prend fin cette opposition entre le stade malien de Bamako et l'Office du Niger Sport. Le stade malien de Bamako, 2e au classement, compte désormais 34 points plus 14. Quant à l'Office du Niger Sport, il caracole au bas du tableau avec 9 points moins 16. La rencontre de la 2e heure s'est déroulée à l'avantage des 11 créateurs de Niarela qui ont battu l'AS Police par le minimum d'1-0. Un match moyen dont l'ouverture du score intervient à la 20e minute par Lassine Soumaoro. 1-0 score à la pause. À la reprise, même scénario. Pour donner du sang neuf à leur équipe, les 2 coachs procèdent à des changements. Mais les scores restent inchangés jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, les 11 créateurs de Niarela occupent la 4e place avec 28 points plus 6. L'AS Police est 11e avec 18 points et un match en retard. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Pour le rendez-vous de demain, 10h, 13h, Kadiatou connaît et j'aurai le grand plaisir sur Plétadier de vous présenter les éditions du soir. D'ici là, vous pourrez revoir ces informations sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.